Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode sur la Chine. Dans cette série, je vous guide à travers les différentes attractions du pays afin de vous aider à planifier votre voyage ou simplement pour vous faire voyager depuis votre canapé. Dans cet épisode, on va parler de la muraille de Chine, du palais d'été, du temple des lamas et des hutongs de Pékin. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. La Grande Muraille de Chine, c'est l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Une structure colossale qui s'étend sur environ 21 000 km à travers le nord de la Chine. Sa construction a débuté au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous l'empereur Qin Shi Huang, afin de protéger l'empire contre les invasions des peuples nomades du nord. Elle a ensuite été renforcée et étendue par plusieurs dynasties, notamment sous les Ming, entre 1368 et 1644, qui ont donné à la muraille son apparence actuelle avec des murs de briques solides et des tours de guet imposantes. Mais la muraille n'était pas seulement une barrière défensive. Elle servait aussi de route de communication pour le transport des troupes et de ligne de signalisation grâce à un système de feu et de fumée. Aujourd'hui, c'est l'un des sites les plus visités de Chine, attirant des millions de voyageurs chaque année. Mais pourquoi la visiter ? Alors, d'abord parce que c'est un exploit architectural, ça a été conçu pour épouser les reliefs montagneux, elle offre des panoramas époustouflants. Ensuite, c'est un symbole historique. Chaque pierre raconte des siècles d'histoire, de batailles et de stratégies militaires. Et enfin, c'est une expérience unique. Il est possible de faire de la randonnée, d'explorer les sections sauvages ou restaurées, et d'admirer le lever ou le coucher du soleil. Il y en a pour tous les goûts. Alors au niveau des sections, vous en avez de nombreuses. Vous en avez plus d'une dizaine. Donc vous avez le choix. Mais moi, je vais me concentrer sur les 3 sections que j'ai moi-même considérées pour ma visite de la muraille de Chine et pour lesquelles j'ai des informations, j'ai fait des recherches. Donc, c'est-à-dire Badaling, Mutianyu et Jinsanling. Après mes recherches, j'ai fini par choisir Mutianyu. Il y a la section de Badaling qui est réputée pour être très fréquentée. Et en plus, sachant qu'on était en pleine Golden Week, on a très vite écarté cette option et heureusement pour nous, je vous montre tout de suite une vidéo qui montre la section de Badaling en pleine Golden Week. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo date de la Golden Week de l'automne 2024. Donc ensuite, deuxième étape, c'est qu'on a hésité entre Mutianyu et Jinsanling, justement parce qu'on était en pleine Golden Week. Mutianyu, c'est quand même une section qui est réputée pour être fréquentée, mais elle est restaurée, elle a quand même le toboggan et on peut monter assez facilement sur la muraille. De l'autre côté, on a Jinsanling qui est plus éloigné, qui est plus sauvage, et donc sur la section où on aurait eu le moins de monde. Bon, finalement, au vu du temps qu'on avait à notre disposition, on a fait environ 5 jours sur Pékin, on a décidé d'aller sur Mutianyu, parce que on n'avait pas beaucoup de temps et c'est quand même l'une des sections les plus proches de Pékin. À Mutianyu, vous avez le choix entre un télésiège et un télécabine pour monter sur la muraille et surtout pour descendre, il y a un toboggan. Ensuite, comptez 1h30 pour y aller, ça nous a semblé un bon compromis. Après, on a toujours cette crainte par rapport à la Golden Week et à la fréquentation. Et ce qu'on a choisi de faire pour éviter ce potentiel problème, c'est d'aller à la muraille à l'ouverture. Et en été, elle ouvre autour de 7h30. De mémoire. Donc du coup, je vous dis, on a laissé Jinsanling de côté parce que c'est quand même 6 heures aller-retour. Donc ça demande d'y consacrer une journée entière. Donc si vous êtes déjà allé à la muraille de Chine ou si vous restez plus de temps sur Pékin, je vous invite à aller à Jinsanling. Là, c'est sûr que vous allez être tranquille, il n'y aura pas grand monde. Donc on s'est rendu à la muraille de Chine lors de notre 3e jour en Chine. On a choisi d'y aller en taxi et d'arriver sur place pour l'ouverture de la vente des billets, c'est-à-dire entre 7h30 et 8h en horaire d'été, pour arriver et partir avant les cars de touristes qui arrivent environ vers 10h. Donc pour aller sur cette section, vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir de demander à votre hôtel d'organiser l'excursion pour vous. Vous pouvez y aller par vos propres moyens, soit par un taxi, soit en louant une voiture, ou soit en prenant les transports en commun, j'imagine qu'il y en a. Ou vous pouvez y aller par un tiers, c'est-à-dire par exemple Get Your Guide, je sais qu'ils organisent des excursions. Pour notre part, on a pris le taxi, parce que ça nous offrait plus de flexibilité en termes horaires. Et puis aussi, vous verrez, c'était ce qu'il y avait de meilleur marché en fait.
Donc quand la chauffeur elle est venue nous chercher et qu'elle a vu qu'on allait à la section de Mutianyu, elle nous a directement proposé de faire un charter, donc c'est-à-dire de la engager en tant que chauffeur privé, tout simplement, de ne pas passer par l'application Didi, ce qu'on avait pris initialement. Et elle nous a expliqué que, en gros, en faisant ça, elle nous proposait de nous emmener à la muraille, de nous attendre sur place et surtout de nous ramener à notre hôtel, ce qui s'appelle du coup un taxi charter. Donc nous, on a dit oui. Donc elle nous a amenés sur place, elle nous a aidé à acheter nos billets, elle nous a amenés au pied du télésiège en taxi, donc on n'a pas eu à prendre le bus qui amène normalement du parking de touristes à la section pour prendre le télésiège ou le télécabine. Elle nous a attendus sur place, et au retour, on lui a demandé de nous déposer au palais d'été plutôt qu'à l'hôtel, comme ça on a pu continuer nos visites. En termes de budget, je vais vous donner le budget pour 2 personnes, donc à diviser si vous souhaitez connaître le budget par personne. Alors on a payé 55 € pour la muraille, donc ça compte le télésiège pour la montée et le toboggan pour descendre. Pour le taxi, on a payé environ 110 €, sachant qu'on a fait 3 heures de trajet et qu'elle nous a attendu sur place au moins 2 heures. Donc le tout, pour cette excursion entre guillemets privée, nous est revenu à environ 80 € par personne. Si vous hésitez entre passer par un tiers ou y aller par vous-même, donc soit en taxi, soit en voiture, soit par transport en commun, au moins là, avec cette fourchette que je vous ai donnée, vous avez un point de comparaison pour savoir si ça vaut le coup ou pas. De ce que j'ai vu et de mon expérience pour la préparation de ce voyage, donc de ce que j'ai vu quand on cherchait à aller à la Grande Muraille, on a regardé les excursions par des tiers comme Get Your Guide, je vous en parlais, et moi je vous déconseille de passer par Get Your Guide parce que les prix proposés pour une excursion privée comme nous, ce qu'on a eu finalement, en termes de prix sur Get Your Guide, moi j'ai vu des prix pour une personne qui étaient équivalents à ce que nous on a payé pour 2 personnes, et ça n'incluait pas forcément toutes les options qu'on voulait. Donc c'était potentiellement monter et descendre en télésiège, il aurait fallu rajouter le toboggan, donc moi je suis pas trop pour. Et puis je vois quand même que ceux qui sont sur Get Your Guide, ils se prennent une belle marge pour certaines excursions en Chine du moins. Et je vous recommande de faire l'excursion par vos propres moyens, sachant que nous, on s'est quand même fait escroquer avec cette dame qui nous a aidés avec son taxi. Donc, même en nous aidant avec son taxi, ça nous revenait moins cher que de passer par un tiers comme Get Your Guide. Si vous souhaitez, je vous raconterai cette expérience dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous si vous souhaitez être mis au courant de quand cette vidéo sortira. Donc, si comme nous, vous souhaitez visiter la section de Mutianyu, je vous conseille de visiter le site dédié qui s'appelle Mutianyu Great Wall pour avoir les horaires d'ouverture, pour avoir une idée des prix. Après, nous, on a acheté nos billets sur place, on n'est pas passé par le site. On est resté environ 2 heures sur la muraille et je vous recommande d'y aller le matin à la fraîche parce qu'il fait rapidement très chaud sur la muraille. Il y a peu, voire pas d'ombre, et à partir de 10 heures, quand les tours opérateurs arrivent, commence à y avoir du monde et personnellement, je trouve ça désagréable. Et si vous allez le matin très tôt, un autre avantage, c'est que vous pourrez profiter mieux du toboggan parce qu'il y aura moins de monde dessus. Nous, on a pris notre descente vers 10h, 10h30. Et en fait, commençait à y avoir un peu de file d'attente pour descendre sur le toboggan. Et en plus, on est tombé après une femme qui était tellement lente sur la descente. C'était limite un danger. Elle freinait n'importe où. Et comme derrière, les gens, ils arrivaient à balle, en fait, le temps de l'avoir et de freiner, c'était super dangereux. Mais bon, à part ça, cette descente en toboggan, moi, je vous la recommande parce que c'est vachement sympa et ça offre des points de vue vraiment exceptionnels. Donc une fois qu'on a terminé à la muraille, on est reparti direction le palais d'été, compté environ 1h30 de trajet. Le palais d'été, c'est situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Pékin. C'est un chef-d'œuvre d'architecture impériale et un symbole de raffinement chinois. Son histoire remonte à la dynastie Jing au XIIe siècle, mais c'est sous les Qing, donc au XVIIIe siècle, qu'il prend toute son ampleur. En 1750, l'empereur Qianlong décide de transformer ce lieu en un somptueux jardin impérial pour sa mère. Il fait agrandir le lac Kunming, creusé pour rappeler le célèbre lac de l'ouest de Hangshu, et orne le domaine de pavillons, temples et ponts inspirés des plus beaux sites de Chine. Le palais d'été a subi plusieurs destructions. En 1860, les troupes britanniques et françaises le saccagent lors de la deuxième guerre de l'opium. Cixi, la célèbre impératrice douairière, décide de le reconstruire en 1888 en détournant des fonds destinés à la marine chinoise. Elle en fait sa résidence estivale,
où elle organise des banquets somptueux et des spectacles d'opéra. Aujourd'hui, le palais d'été est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs. Son long corridor richement peint, le bateau de marbre et la vue depuis la colline de la longévité en font un lieu incontournable pour découvrir l'élégance de la Chine impériale. Donc nous, on a décidé d'aller visiter ce monument, on n'allait pas le louper quand même, maintenant qu'on est arrivé en Chine. On a acheté les billets sur place, comptez 15 € pour 2 personnes. L'espace est vraiment très grand, vous pouvez facilement y passer la journée. Nous, on est arrivé par la porte nord et on a visité uniquement la partie principale nord. On n'est pas allé sur les bateaux, mais on a vu les points principaux. En toute transparence, on était fatigués, on avait encore le jet lag dans le nez. On s'était levé tôt, on avait fait la muraille de Chine, et mine de rien, la muraille de Chine, en fait, ça monte, ça descend, c'est une mini randonnée, donc c'est épuisant physiquement. On n'avait pas mangé, donc on n'était pas en état. On a fait un tour du palais d'été, ça nous a pris 1 à 2 heures. On a vu les principales attractions, mais vous, si vous avez plus de temps que nous, vous pouvez facilement y passer la journée. Vous pouvez prendre les bateaux, traverser le lac, organiser des séances photos. Il y a de quoi faire, hein, c'est vraiment beau. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site officiel qui s'appelle summerpalace-china.com. Par contre, c'est en chinois. Voilà. Après cette escale, nous, on a continué et on allait direction Temple des Lamas à environ une demi-heure de voiture. Donc, ce qu'il faut savoir sur Pékin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est que visuellement, si vous êtes sur Google Maps, tout a l'air d'être à côté, mais en fait, les distances sont vraiment, vraiment très allongées. Donc, nous, on a passé la majorité de notre temps dans des didis, en fait, pour ne pas avoir à trop marcher, et puis de toute façon, on n'était pas en état de le faire. Donc, le temple des Lamas, aussi appelé Yonghe Temple, est l'un des plus importants temples bouddhistes tibétains en dehors du Tibet, construit en 1694 sous la dynastie Qing. Il est d'abord la résidence du prince Yong, fils de l'empereur Kangxi. Lorsqu'il accède au trône sous le nom de Yongzheng en 1722, il transforme sa résidence en monastère lamaïste pour renforcer les liens entre la cour impériale et les peuples mongols et tibétains bouddhistes. L'édifice devient haut lieu du bouddhisme tibétain en 1744 sous le règne de l'empereur Qianlong, qui l'officialise comme monastère national. Dès lors, il accueille des moines tibétains et mongols ainsi que des délégations venues du Tibet. Ce temple est célèbre pour son architecture hybride, mélangeant style chinois, mongol et tibétain. Son trésor le plus important et imposant est la statue de Maitreya en bois de santal blanc, haute de 18 mètres, sculptée à partir d'un seul tronc d'arbre. Aujourd'hui, le temple des Lamas est toujours en activité et attire aussi bien les fidèles que les curieux, venus admirer son ambiance spirituelle unique en plein cœur de Pékin. Donc on y est allé, le prix d'entrée environ 7 € pour 2 personnes. C'est un temple qui est très mignon, c'est petit, cosy, c'est très agréable. On en fait le tour assez rapidement. Et quand vous sortez du temple, vous tombez directement sur le Hutong si vous souhaitez les voir. Et les Hutong sont les ruelles traditionnelles de Pékin datant de la dynastie Yuan du XIIIe siècle. Leur nom viendrait d'un mot mongol signifiant puits, car ces quartiers se développaient souvent autour de points d'eau. À l'origine, les Hutong étaient des ensembles de maisons en cours carrés, habités par les familles nobles et les fonctionnaires impériaux. Sous les dynasties Ming et Qing, la ville s'organise autour de ces ruelles, reflétant un mode de vie communautaire où le voisinage partage leurs espaces. Avec l'arrivée du XXe siècle, de nombreux Hutong disparaissent pour faire place à la modernisation de Pékin. Cependant, certains ont été préservés et restaurés, devenant des quartiers culturels et touristiques. Se perdre dans les Hutong, c'est plonger dans l'âme de Pékin, découvrir un mode de vie en voie de disparition et sentir l'histoire vibrer à travers chaque ruelle pavée. Donc pour des questions d'organisation, de logistique et aussi parce qu'on avait envie de le faire, on a fini par les Hutong. Donc c'était une petite rue qu'on a traversée assez rapidement, c'est très mignon. Donc après cette plongée dans la Chine ancienne, on a terminé notre journée dans un bon vieux McDo qui proposait des prix imbattables, moins d'1 € pour un McFlurry, donc 4 fois moins cher qu'en France quand même. Et puis là-bas, ça a du goût, c'est bon et ça se digère bien. Donc on a fini sur une note, vraiment on avait besoin de comfort food après cette journée qui était très très intéressante, très enrichissante, mais aussi extrêmement fatigante. Donc voilà, fin de journée pour nous, retour à l'hôtel. J'espère que vous avez apprécié ce guide, qu'il a pu vous aider à organiser vos propres futures vacances en Chine, qu'il vous a fait voyager. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler de la cité interdite, de la place Tiananmen et du temple du ciel. Si vous voulez voir cette vidéo et les autres vidéos sur la Chine qui vont arriver, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.
Et je m'excuse pour la prononciation des mots en chinois. J'ai pas fait chinois LV2, LV3 ni LV quoi que ce soit, donc je fais comme je peux. Merci et à bientôt.